Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Yomoni pour décrypter les dernières tendances au sein de l'industrie ETF. Et c'est le directeur des investissements de Yomoni, Olivier Maltès, qui est à mes côtés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous faire partager donc chaque mois les enseignements de cet observatoire ETF qui existe depuis maintenant longtemps chez Yomoni. L'occasion de dire un mot quand même de Yomoni avant de partager avec nous ces éléments mensuels sur l'industrie ETF. Déjà, un premier milestone réalisé, puisque vous avez dépassé la barre du milliard d'euros d'encours sous gestion chez Yomoni. Exactement. Toujours un moment important quand même dans la vie d'une société de gestion. Voilà. Après 8 ans, c'est une première étape qui est franchie. Je pense qu'il y a 8 ans, au moment de la création de Yomoni, peu pensaient qu'on arriverait à atteindre un milliard. Donc ça y est. Donc modèle light, digital, vous faisiez partie de la vague pionnière. Voilà, ETF, digital natif. Et gestion passive. Et voilà, donc on a franchi la barre de 1 milliard, donc on est très heureux et c'est une satisfaction parce que c'est aussi la confirmation avec les clients. Les clients nous suivent et que progressivement, tranquillement, on suit notre chemin et on finit par se faire connaître et à grossir avec la gestion indicielle globalement dans son ensemble. Ouais. Avec là aussi une gamme qui est en train de s'élargir, de s'étoffer, qui prend compte des nouvelles enveloppes qui existent sur le marché. On fête les 2-3 ans du PER, 4 ans peut-être 3 ans. Ouais. Loi Pacte, oui, bon, bref, je perds mes années. Mais en tout cas, on a célébré il n'y a pas très longtemps l'anniversaire du PER. Là aussi, ça fait partie désormais des enveloppes que vous pouvez proposer. Depuis lundi, on élargit, c'est-à-dire qu'on avait déjà un PER qui était un PER bancaire, qu'on conserve et qu'on va continuer à gérer de la même manière qu'on le gérait précédemment, donc uniquement investi donc en ETF. Et on a également, donc, du coup, depuis lundi, créé un PER assurantiel qui existe en 2 versions. Donc c'est vraiment compléter la gamme. Là aujourd'hui, on a une gamme vraiment complète et la plus complète sur le marché, notamment sur les différents supports, PER bancaire, PER assurantiel. Ouais. Et ce PER assurantiel, on le décline sur 2 versions. La version classique sur le niveau UC qui va utiliser uniquement nos fonds labellisés, donc à base d'ETF. Donc ça, c'est vraiment nos clients nous connaissent bien. L'ADN Yomoni, quoi. Exactement. Et on fait une version multi-asset qui vient en plus compléter, donc avec l'ASC immobilière qu'on a lancé cette année, donc pour rajouter de l'immobilier, et on rajoute également du private equity sur des investissements longs, donc qu'on va chercher du coup ailleurs, donc là en l'occurrence dans les équipes d'Apax, et donc on élargit. Donc c'est pas du tout ce qu'on a des questions aussi de clients qui nous interrogent en disant mais vous remettez en cause des ETF. Oui, pas du tout, c'est toujours le moteur et c'est toujours essentiel sur tout ce qui est listé, mais sur du long terme, rajouter de l'immobilier, surtout sur une nouvelle société civile, donc du coup qui est en phase d'avancement, qui ne subit pas de rachat, contrairement à beaucoup de concurrents, plus du private equity sur du long terme dans la retraite, ça fait tout à fait du sens et ça complète bien vraiment l'univers ETF. Ouais. Bon, très intéressant ce développement industriel. Que dire des mouvements de flux qu'on a pu observer sur le mois écoulé, sur le mois de septembre, avec les données que vous collectez et que vous partagez donc une fois par mois avec nous, Olivier? Alors c'est un petit mois de collecte, alors c'est un peu plus de 7 milliards, 7 milliards 4 pour être précis. Donc c'est un petit mois. Alors si on regarde le verre à moitié plein, c'est un petit mois de collecte ce mois-ci. Si on regarde le verre à moitié vide, par contre, si on compare, et je crois que c'est sur votre plateau que j'ai entendu ça, notamment la gestion active sur septembre a tendance à décollecter côté action et côté donné Cantalis, c'est Jean-François Beck qui vient là aussi une fois par mois. Et lui, effectivement, c'est sur la gestion, les fonds actifs. Alors, il peut différencier ETF et gestion active, mais là, sur la gestion active, ça décollecte. Sur la gestion indicielle et sur les ETF en particulier, ça continue de collecter. Donc, avec 7 milliards, un mois un peu plus calme, mais un mois de collecte sur les actions et sur les obligations, avec plus de collecte sur les actions que sur les obligations. Donc, ça, c'est l'événement qui était un peu surprenant sur cette année, c'était que ça collectait beaucoup sur les marchés obligataires. Là, on revient sur quelque chose d'un peu plus classique. Et une décollecte, par contre, sur les matières premières d'1,6 milliard, donc une décollecte relativement importante sur les matières premières. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, classe d'actifs par classe d'actifs, de la collecte en action? Qu'est-ce qui a attiré de l'argent dans l'univers action? Qu'est-ce qui en a attiré un peu moins, voire qui a subi de la décollecte, Olivier? Alors, sur les actions, c'est classique pour cette année. Je pense que c'est quand on ne sait pas trop quoi faire, c'est ce qu'on fait, c'est des grosses capitalisation à la fois monde et à la fois américaine. Ça a collecté. Également le secteur de l'énergie a collecté, même si sur l'ensemble de l'année, ça reste négatif, ça reste des flux négatifs, mais sur le mois de septembre, on a vu de la collecte sur le secteur, les actions liées au secteur de l'énergie. Ce qui décollecte globalement, c'est le secteur financier, les actions asiatiques, à l'exception du Japon, hors Japon, la Chine aussi, au niveau des ETF, continue à décollecter, et les rendements, les valeurs de rendement américaines aussi ont décollecté sur le mois de septembre. Bon, sur la partie obligataire,
Intéressant de noter, c'est la discussion du moment. Est-ce que c'est le moment de revenir sur l'obligataire ou pas? Bon, quand on suit les flux, c'était pas un gros mois de collecte pour l'obligataire. C'est ce que vous disiez. Obligataire, tout à fait. Par contre, si on regarde un peu plus en détail, c'est un mois un peu risk-off, là aussi, parce qu'on revient, il y a un retour sur les obligations souveraines, que ce soit américaine, européenne ou anglaise. Donc c'est vraiment un retour sur le souverain. Et puis, alors sur le corpo, c'est plutôt euro court terme. Donc là, vraiment, on va chercher des maturités courtes. Et ainsi, un petit peu d'yield d'euro. Mais ça, c'est très, très faible. Et ce qui va par contre décollecter, c'est ce qui va être émergent. Les obligations émergentes en devises locales ont fortement décollecté. Et le high yield au niveau mondial. Donc il y a vraiment, ça sent vraiment le risk-off sur le mois de septembre. Et c'est en ligne avec ce qu'on a pu observer sur le comportement du mois de septembre. Et puis décollecte sur les produits indiciels matières premières. Exactement, c'est ça sur tous les secteurs, mais essentiellement sur les métaux précieux, qui là sont en forte décollecte sur le mois et depuis le début de l'année. C'est une décollecte sur les... c'est ce qu'on disait aussi. Alors l'or connaît là une remontée, effectivement, avec la remontée du risque géopolitique, mais c'est vrai que quand on a des rendements réels positifs ou moins négatifs, ça dépend comment on regarde les choses. C'est sûr que pour l'or, c'est une concurrence très sérieuse. Exactement, donc une décollecte sur les matières premières. Bon, que dire des produits ESG? On constatait avec vous qu'il y avait eu peut-être un petit ralentissement de la collecte ESG au cours des derniers mois, Olivier. Et ce mois-ci aussi, on a alors là aussi, c'est très différent entre le marché action et le marché obligataire. Sur le marché action, on est vraiment sur un petit mois. On est à 12% en proportion de collecte sur l'ESG par rapport au volume totaux de collecte. Ça nous rappelle le mois de mars, qui était vraiment un tout petit mois. Faut avoir en tête qu'on a environ 22% des encours globalement qui sont sur l'ESG, donc 12%, c'est vraiment petit. Par contre, sur l'obligataire, où là c'est beaucoup plus volatile en général, on est à 40%, donc ce qui est plutôt un mois de collecte côté ESG obligataire. Sachant que l'univers est beaucoup moins développé. C'est ça, c'est plus compliqué. Alors c'est plus simple sur tout ce qui va être obligation d'entreprise, évidemment, pour faire des filtres. Sur le souverain, même si on voit de plus en plus de stratégies qui prennent en compte, c'est plus compliqué. Mais là, c'est un bon mois de collecte côté ESG obligataire sur ce mois-ci. Bon, que dire du palmarès des émetteurs? On avait été surpris au mois d'août de ne pas retrouver BlackRock sur la première marche du podium. Eh bien, on avait justifié en disant que c'était certainement lié à une faible collecte obligataire, parce que c'est vrai que l'offre de BlackRock au niveau obligataire est très complète, et très tôt. Enfin, ils sont surtout, mais ils sont vraiment très complets par rapport aux autres sur les obligataires. Et donc, ils sont encore 3e ce mois-ci pour le 2e mois consécutif. Alors, on verra si c'est rare comme série. C'est rare comme série. Et donc, on a toujours DWS et Amundi devant. DWS qui fait une très très bonne année en termes de collecte globalement cette année. Alors, si on regarde sur le niveau, évidemment, depuis toute l'année, depuis le début de l'année, BlackRock reste évidemment en tête, suivi par DWS et Amundi, et on a Vanguard, toujours Invesco qui suivent. Donc ça, c'est vraiment le palmarès des 5 premiers de l'année. Et donc voilà, 2e mois consécutif où BlackRock est 3e. Hâte de voir ce qu'il en fera pour le mois d'octobre avec vous, Olivier. Le mois de septembre, c'est un mois de rentrée, comme on dit, et donc beaucoup de lancements de produits. 18 ça a été un mois très cher. 18 lancements. Donc 18 lancements, et ce qui m'a surpris, c'est que sur les 18 lancements, il y en a 10 effectués par DWS. Donc ils ont fait plus de la moitié des lancements sur le mois de septembre. C'est pas normal de les retrouver sur la première place avec une dynamique aussi forte. Et comme souvent, même si on voit que la collecte sur l'ESG par moment patine cette année 2023, on voit toujours qu'il y a beaucoup de lancements c'est ça. Vraiment centrés sur l'ESG. Donc ça reste... La majorité des nouveaux produits lancés sont ESG ou Accord de Paris, ou en tout cas dans cet univers-là. Exactement. Donc on voit que tous les constructeurs, distributeurs d'ETF vraiment se préparent à continuer à avoir des flux et l'intérêt des investisseurs sur l'ESG, même si là, certainement, post aussi performance 2022, il y a un retrait. Toute l'industrie continue à s'organiser, à se mettre en place. Donc voilà, DWS qui lance 18 produits, 3 obligataires, sur vraiment très très court, ça aussi c'est intéressant, très très court, donc du moins d'un an, de 0 à 1 an, donc vraiment très court en termes obligataires. Ouais, puis quasi monétaire, quoi, c'est ça. Exactement, c'est pour concurrencer les offres monétaires qui fonctionnent bien aujourd'hui. Et pour le reste, c'est que de l'action, et c'est à chaque fois lié avec des thématiques ESG, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur la transition énergétique au niveau des marchés émergents. Mais à chaque fois, voilà, c'est vraiment de l'ESG. BNP aussi, deux fonds obligataires liés aussi à l'ESG. BNP est très engagé sur ces démarches ESG.
Bon, et puis là aussi, c'est des sujets industriels, mais qui intéressent tout le monde, à commencer par les clients et ceux qui utilisent des ETF. On voit beaucoup d'ETF qui sont existants et qui deviennent ESG, qu'on transforme en ETF ESG. Alors BNP, Amundi, pardon, l'a fait, mais d'autres également. On en voit beaucoup, et c'est vrai que Amundi, aussi avec la fusion avec Lyxor, au lieu de fusionner les ETF, ont eu un plan en se disant, au lieu de fusionner, ce qui pourrait être fait classiquement, on va garder les deux E, et puis on va transformer progressivement les Amundi ETF, les ETF Amundi, je vais mettre de l'ordre, les ETF Amundi en ESG. Et donc c'est ce qu'ils font progressivement, avec, alors ce qui coince un petit peu en termes de communication, c'est une élévation des coûts qui n'est pas forcément du coup comprise ou bien perçue par les clients. Parce que l'ESG souvent s'accompagne, pas nécessairement, mais souvent s'accompagne aussi d'une hausse des frais de gestion. Qui sont justifiés comment plus de données. Alors c'est dans la conception. Honnêtement, dans la conception, on peut le comprendre. On a besoin de plus de données aussi, plus de réflexion sur la. Et c'est de la donnée qui coûte cher. Et c'est de la donnée qui coûte cher. Voilà. Donc après, ça se met en place. Nous, on surveille. Nos clients aussi nous interrogent, et donc on fait très attention en termes de coûts, parce qu'on s'engage sur des coûts maximum. Oui, c'est la promesse de la gestion passive historique. Donc on reste sur des frais de gestion passive, mais des frais qui augmentent. Et forcément, quand on transforme, des clients aussi qui disent, mais moi j'ai rien demandé. Vous m'auriez proposé un autre. Exactement. Donc voilà, donc il faut gérer. Surveiller. Bon, ça c'est la transition des ETF historiques vers les ETF ESG. Il nous reste mouvement inflationniste aussi. Mouvement inflationniste. Non, mais de toute façon, oui, j'ai pas osé rebondir, mais on est dans un régime inflationniste aujourd'hui, donc les frais augmentent un peu partout. Un mot de la gestion chez Yomoni et de la manière dont vous dirigez ou pilotez aujourd'hui les investissements pour le compte de vos clients, Olivier. Bon, dans une phase qui est pas évidente, on a essayé de décrire la semaine avec les intervenants qui étaient juste avant vous. C'est compliqué, les mouvements sont heurtés, on a très peu de visibilité quand même, donc les logiques d'investissement sont pas évidentes. Donc nous, on était revenu au bench en termes d'exposition au risque obligataire. Donc on est resté comme ça malgré les tensions qu'on a vues, en se disant que les taux montaient quand même beaucoup trop vite et qu'en fait, c'était plutôt une bonne nouvelle que l'économie américaine soit résiliente, et le discours des banques centrales, rien n'avait changé. Et c'était vraiment la perception des investisseurs qui d'un coup se disaient mais ils vont continuer à monter les taux, et donc les mauvaises nouvelles redevenaient des bonnes nouvelles, et ainsi de suite. Donc nous, on est resté en se disant les taux quand même montent beaucoup trop vite, le taux réel est beaucoup trop important, et donc on pense que ça va se calmer et que ça va s'arrêter. Donc on est resté avec ce positionnement-là. On a un biais plutôt accommodant pour les actions américaines. On préfère les actions américaines, et aussi sur le secteur de la santé. Donc pour l'instant, on a gardé ces deux paris tactiques-là qui se comportent plutôt bien. Le secteur de la santé est aussi plus défensif. Ça nous a aussi un petit peu aidé dans le mouvement de repli. Et on attend et on espère que la saison des résultats qui commence vraiment aujourd'hui aux États-Unis avec les banques va venir aussi déplacer un peu la réflexion macro aussi sur le micro, et va nous permettre aussi de regagner un petit peu d'air, et repartir aussi pour regagner un petit peu d'allant. Et pour l'instant, donc voilà, on surveille attentivement, on verra, mais pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Et d'ailleurs, le marché est bien revenu sur neutre. C'est ce que j'entends beaucoup maintenant, c'est neutre. Non mais c'est ni trop ni pas assez. C'est neutre. Merci beaucoup, Olivier. Merci de venir nous voir une fois par mois pour nous apporter tous ces éléments d'analyse au cœur de l'industrie ETF. Olivier Maltès, le directeur des investissements de Yomoni, était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.